Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une idée qui est aussi simple que radicale. Rien de ce qu'on perçoit ne serait neutre. C'est le cœur de la leçon 17 d'un cours en miracle. Et franchement, c'est une affirmation qui vient complètement chambouler notre vision habituelle de la réalité. Et la voilà, cette affirmation centrale, posée cash, sans détour. Je ne vois pas de choses neutres. C'est vrai que ça paraît fou, non? Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on vit tous les jours. On a tous l'impression de voir des objets, je sais pas, une table, une chaise, un mur, et de se dire ils sont juste là, ils sont neutres. Mais voilà, cette leçon elle nous lance un défi. Et si on regardait un peu plus loin que cette certitude apparente? Ok, mais alors comment est-ce qu'on peut justifier une chose pareille? D'où ça sort? Eh bien, la clé de tout ça, elle se trouve dans un principe vraiment fondamental. La pensée vient d'abord. C'est ça, la base de tout le raisonnement. La logique derrière, elle est implacable. On ne voit pas de choses neutres. Tout simplement parce qu'on n'a pas de pensée neutre. C'est une inversion totale de ce qu'on croit d'habitude. On pense qu'on voit un truc et ensuite on a une pensée dessus. Mais là, non, c'est tout l'inverse. C'est la pensée qui vient avant et qui en quelque sorte crée ce qu'on voit. C'est assez simple à visualiser en fait. La pensée, c'est la cause. Et la perception, ce que nos yeux ont l'air de voir, c'est l'effet. C'est tout. Chaque pensée qu'on a, qu'on s'en rende compte ou pas, elle vient colorer, juger, définir ce qu'on perçoit. Le monde extérieur, finalement, c'est un peu comme un écran de cinéma sur lequel on projette nos propres pensées. Et c'est là que ça devient super intéressant. La manière dont la perception est complètement redéfinie. Ici, ce n'est pas une cause de la réalité, pas du tout, c'est un effet. Pensez-y une seconde, si c'était l'inverse, si ce qu'on percevait créait la réalité, imaginez le bazar, la réalité changerait tout le temps, au gré de nos humeurs. Donc non, ici la perception, c'est juste le miroir, le reflet de notre état d'esprit. Bon, tout ça c'est la théorie. C'est bien beau, mais comment on met ça en pratique? Parce que le but, évidemment, c'est pas juste de comprendre l'idée avec sa tête. C'est de commencer à en faire l'expérience, concrètement, dans sa propre vision du monde. Alors, l'exercice est très simple, il se fait en 3 temps. Premier temps, on se répète l'idée principale. Deuxième temps, on laisse son regard se balader tranquillement sur ce qui nous entoure. Et enfin, troisième temps, on applique l'idée à chaque objet qu'on choisit, un par un, sans se presser. Par exemple, disons qu'on regarde un mur. La phrase à se dire, c'est « Je ne vois pas un mur neutre », parce que mes pensées sur les murs ne sont pas neutres. Et c'est vrai, non? Un mur, ça peut être une protection ou au contraire une prison. Ça peut être une limite ou une page blanche. Bref, il est déjà plein de toutes les significations que notre esprit lui colle dessus. Allez, un autre exemple un peu plus personnel. Je ne vois pas un corps neutre parce que mes pensées sur les corps ne sont pas neutres. Alors là, que ce soit notre propre corps ou celui de quelqu'un d'autre, avouons-le, le regard est rarement, mais alors rarement, neutre. Il y a toujours des jugements, des attentes, des peurs, tout un tas d'histoires qui traînent. Et attention, le point vraiment crucial de l'exercice, c'est de ne faire aucune distinction. L'idée, il faut l'appliquer de la même façon à un corps qu'à une poignée de porte, à un truc qu'on trouve agréable comme à un truc désagréable. L'invitation, c'est de mettre sur pause toutes nos petites boîtes, toutes nos catégories de jugement habituelles. Mais pourquoi c'est si important de ne pas faire de différence? Eh bien, ce que le texte suggère, c'est qu'à notre niveau de conscience actuelle, on ne sait pas encore ce que c'est, une pensée qui est réellement vraie et donc réellement heureuse. Du coup, toutes nos classifications, tous nos jugements, au fond, ils sont tous aussi illusoires les uns que les autres. Pour la pratique, concrètement, il y a quelques petites recommandations. L'idéal, c'est de faire ça 3 ou 4 fois par jour. Et si on sent que ça coince, qu'il y a une grosse résistance, surtout, on ne force pas. Moins d'1 minute, ça peut suffire. Ce qui compte vraiment, c'est la régularité. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? À quoi ça sert? Eh bien, il s'agit de s'ouvrir à une manière de voir le monde qui est complètement nouvelle. Finalement, le message clé, c'est vraiment ce renversement total. La cause et l'effet sont inversés. Ce qu'on voit, ça ne vient pas de l'extérieur, ça prend sa source dans notre propre esprit. Ça veut dire qu'on n'est pas les victimes passives d'un monde qui nous arrive dessus, on est les créateurs actifs du monde qu'on perçoit. C'est un changement de perspective énorme qui remet tout le pouvoir à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Et ça nous laisse avec une question un peu vertigineuse, qui est vraiment au cœur de cette leçon. Et si nos pensées ne faisaient pas que colorer notre perception? Et si en fait, elles façonnaient de A à Z l'intégralité de notre réalité? Quand on observe notre environnement immédiat, la pièce dans laquelle on se trouve en ce moment, Ouais, une table, un mur, ou même, tiens, juste une simple tasse à café posée sur un bureau. tout à fait. En fait, on fonctionne tous avec une espèce de présomption de certitude absolue. On a cette conviction intime
que notre œil, il agit vraiment comme l'objectif d'un appareil photo parfaitement calibré. Exactement. Comme si la lumière entrait, frappait la rétine et bam. Voilà, le nerf optique transmet l'info et le cerveau imprime l'image telle qu'elle. On pointe du doigt, on identifie la forme et on conclut avec une confiance totalement inébranlable, genre « ceci est une tasse Elle existe indépendamment de moi. ». C'est ça, Et c'est une mécanique incroyablement rassurante, en fait. bien sûr, Le cerveau humain a ce besoin viscéral que les choses soient concrètes. bien sûr. Pour exister, la charge mentale serait juste insoutenable. Ouais, ça serait invivable. Mais et si on affirmait que scientifiquement et même philosophiquement, rien de tout cela n'existe tel qu'on le perçoit? Ah, Et si notre appareil photo interne était non seulement complètement déréglé, mais qu'il projetait carrément une hallucination en temps réel? c'est le grand saut dans le vide. C'est le saut qu'on va faire aujourd'hui. Bienvenue dans notre exploration du jour. On se concentre sur une plongée vraiment profonde dans un document source fascinant. C'est un extrait très spécifique tiré d'un ouvrage de psychologie spirituelle qui s'intitule « Un cours en miracle ». Un texte très dense, oui. Très dense. Et on va se pencher précisément sur ce qu'ils appellent la leçon 17. La mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un concept radical qui tient en une seule phrase. Une affirmation, je dois dire, plutôt troublante. Quelle est cette phrase, Sam? La voici. Je ne vois pas de choses neutres. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est une phrase très brève, Ouais, très courte. en apparence inoffensive, tu vois, mais qui cache en réalité un démantèlement total de notre rapport à la réalité. Ah oui, complètement. Ce texte, il propose pas juste une vague réflexion sur l'optique ou la biologie de la vision, non. Il s'attaque au fondement même de la causalité. Il redéfinit entièrement la relation entre l'observateur et l'objet observé. C'est vrai que la transition vers le cœur du problème dans le document, elle est assez brutale. L'idée fondatrice qu'ils amènent, c'est que la pensée précède toujours, sans aucune exception, la perception. Ce qui est le monde à l'envers pour nous. Exactement. Le texte avance que si on ne voit pas de choses neutres autour de nous, c'est uniquement parce qu'on n'a aucune pensée neutre à leur sujet. Et ça va totalement à l'encontre du bon sens populaire. Bah oui, L'être humain fonctionne par défaut sur un modèle inversé. On marche dans la rue, il y a un événement qui se produit devant nous et on estime que cet événement extérieur, c'est lui qui provoque notre pensée. genre le monde agit et mon esprit réagit. C'est ça. Le texte affirme que c'est une illusion totale. D'accord. Décortiquons cela parce que c'est massif. Pour essayer de visualiser le concept, j'ai pensé à une analogie. On pourrait utiliser l'analogie du cinéma. Oh, j'aime bien cette idée. Imagine, on est assis dans la salle, absorbé par le film. On voit des explosions, des drames, des scènes de joie. Et on y croit. On y croit à fond. Et notre cerveau est tellement captivé qu'il finit par attribuer la source de l'émotion à l'écran blanc lui-même. On croit en fait que l'écran génère l'histoire. Alors que tout vient de derrière. Voilà. Toute la matière, toute la lumière provient du projecteur qui est caché loin derrière nous, dans la cabine. Selon ce texte, notre esprit est la cabine de projection. Et le monde physique, c'est juste un immense écran blanc. Le parallèle est très juste. Parce que l'écran de cinéma est par définition d'une neutralité absolue. Totalement plat. Le tissu de l'écran ne contient ni tragédie ni comédie en soi. Il se contente de réceptionner et de refléter une lumière qui est déjà structurée. Ouais. Que la matière qui compose notre quotidien possède cette même neutralité originelle. Jusqu'à ce que, évidemment, notre esprit y projette un sens. Ok, je dois quand même faire une pause ici, parce que mon esprit critique s'emballe un peu. C'est une métaphore super élégante, mais dans le monde physique tangible, un mur reste un mur. Bien sûr. Si quelqu'un court et frappe ce mur à pleine vitesse, la collision va être douloureuse. Les atomes sont réels, la densité est réelle. Ah, la fameuse objection du mur. Mais oui, est-ce que ce document ne fait pas une énorme confusion entre la réalité physique indéniable d'un objet et l'interprétation émotionnelle qu'on en fait? C'est la question que tout le monde se pose. Comment une pensée impalpable pourrait-elle causer la perception d'un obstacle aussi massif? Alors, c'est l'objection rationnelle par excellence. Et la source l'anticipe avec un argument logique très précis. Ah oui. Oui. Le texte ne remet absolument pas en question l'existence des atomes ou de la physique quantique. Il ne dit pas que la matière s'évapore. Ouf, me voilà rassurée. Il cible la perception que nous avons de cette matière. Et c'est très différent. Le document invite en fait à une sorte de démonstration par l'absurde concernant la causalité. Vas-y, je t'écoute. Si la perception venait réellement en premier, si le mur imposait sa réalité à notre esprit de manière totalement objective, Ce qu'on croit tous. exactement,
alors la perception serait le socle fixe et inébranlable de notre expérience. Elle serait la cause originelle de la réalité. Et la source avance que c'est impossible. Oui, le texte qualifie la nature de la perception d'extrêmement variable. C'est le terme crucial ici. Extrêmement variable. Voilà. Et face à une variabilité aussi chaotique, le texte juge qu'il est peu probable que la perception soit la cause originelle. Prenons l'exemple d'un mur dans la maison de notre enfance. D'accord. À 5 ans, ce mur semble gigantesque, c'est protecteur, c'est presque une forteresse, tu vois. C'est clair. À 15 ans, en pleine crise d'adolescence, ce même mur devient une prison étouffante, on veut s'en échapper. Ouais. Et à 40 ans, en revenant visiter la maison, ce n'est plus qu'une petite structure neutre, peut-être teintée d'un peu de mélancolie. Pourtant, la composition atomique du mur n'a pas fluctué d'un seul millimètre. Mais l'expérience qu'on en a, elle, a été radicalement transformée par le filtre de notre âge et de nos émotions. Voilà le scandale argument. Si le monde extérieur causait notre réalité de façon objective, l'expérience humaine serait soit parfaitement uniforme pour tout le monde, Tout le monde verrait la même chose de la même façon. soit ce serait un chaos absolu dénué de toute cohérence interne. Le fait que notre perception fluctue autant en fonction de notre état psychologique démontre, selon le texte, qu'elle est un effet secondaire. Pas la cause. C'est l'esprit qui contient des pensées non neutres, des peurs, des désirs, des souvenirs. Et c'est lui qui projette tout ce catalogue interne sur la toile de fond matérielle. Donc, si je te suis, mon cerveau agit essentiellement comme un algorithme de réseau social hyperactif. C'est une super comparaison. Un algorithme qui filtre et modifie la réalité en temps réel avant même que l'information n'atteigne ma conscience claire. On ne verrait jamais l'objet nu, en fait, seulement la superposition de nos propres préjugés. Un algorithme très performant, oui. Il tag, il censure, il surligne, il assombrit la réalité physique constamment. C'est fou. C'est ce grand renversement de la cause et de l'effet que le texte tente de nous faire réaliser. C'est vertigineux quand on s'y arrête vraiment. Surtout que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, le document ne reste pas du tout dans les hautes sphères de la philosophie abstraite. Pas du tout, il passe à l'action. Il descend directement sur le terrain et propose un entraînement cognitif. On passe de la théorie pure à une méthodologie d'application super stricte. L'approche est effectivement très pragmatique. Il y a un vrai protocole à suivre. La consigne, c'est d'ouvrir les yeux, de regarder son environnement immédiat et d'appliquer une formule verbale à divers objets. Le pratiquant doit se dire mentalement, je cite, « Je ne vois pas un objet neutre parce que mes pensées au sujet des objets ne sont pas neutres. » C'est très mécanique. Oui, la source donne même 2 exemples spécifiques. D'abord, ils disent « Je ne vois pas un mur neutre parce que mes pensées au sujet des murs ne sont pas neutres. » Le fameux mur. Voilà. Et ensuite, elle utilise exactement la même structure pour un corps. Ah, Et c'est là qu'intervient la règle d'or, et honnêtement, celle qui me semble la plus difficile à avaler. Le texte exige de ne faire aucune distinction entre l'animé et l'inanimé, ou même entre ce qu'on trouve agréable et désagréable. et cette consigne d'absence totale de distinction, c'est pas un simple détail, c'est vraiment le mécanisme même qui permet de pirater notre système de croyances habituel. Attends, appliquons ça concrètement, parce que je veux bien essayer. Je peux conceptualiser l'exercice avec un mur. Un mur est inerte, c'est du plâtre ou de la brique. Ouais. Je peux admettre que je projette mes idées sur ce plâtre. Mais exiger de placer exactement au même niveau cognitif un objet inerte et Un cornior. un corps biologiquement vivant qui respire, qui exprime des émotions, qui représente potentiellement une menace physique ou une attraction intense, pourquoi la source insiste-t-elle pour mettre ces 2 choses au même niveau ? Ça semble aller à l'encontre de millions d'années d'évolution humaine. Si on relie ça à une perspective plus large, ça va complètement à l'encontre de notre évolution. Oui, et c'est délibéré. D'accord. Pourquoi on sépare instinctivement un corps d'un mur ? Mhm. Parce que le cerveau archaïque évalue constamment l'environnement pour assurer la survie de l'organisme. Un mur ne va pas nous attaquer, Ça si je fonce dedans, mais oui. voilà. Mais un autre corps humain, lui, il le pourrait. Le cerveau doit donc catégoriser instantanément. C'est vivant ou c'est mort. Proie ou prédateur. Sûr ou dangereux. Bon ou mauvais. C'est vital. C'est vital pour la survie physique. Mais toutes ces catégories, du point de vue du texte, ce sont par essence des pensées non neutres. Donc le simple fait de diviser le monde en catégories, c'est déjà une altération de la réalité. On a déjà corrompu le fichier avant même de l'ouvrir. Exactement. L'esprit utilise l'étiquetage comme une forme de contrôle, en déclarant genre « ceci est un corps allumé, je dois m'en méfier Ouais. Ou à l'inverse, ceci est un simple objet, je peux l'ignorer, on recouvre l'élément d'une épaisse couche de subjectivité. ». Je vois.
En forçant le lecteur à utiliser la même phrase implacable pour une chaise et pour une silhouette humaine, l'exercice brise délibérément cette hiérarchie de la perception. Et court-circuite le cerveau reptilien, en gros. C'est ça, il oblige l'esprit à confesser que l'indifférence face au mur et, disons, la palpitation face au corps, elles proviennent exactement du même endroit, le projecteur interne. Il y a donc aucune différence fondamentale dans le mécanisme psychologique de la projection. La seule variante, c'est le type de scénario qu'on choisit de diffuser sur l'écran. C'est l'objectif même de l'exercice. Réaliser que la totalité de l'expérience visuelle et perceptive actuelle, sans aucune exception, c'est une construction interne. Il n'y a pas d'un côté des choses neutres qu'on perçoit objectivement, et de l'autre des choses chargées émotionnellement. Tout est imprégné de notre pensée. Waouh! Ce qui nous propulse vers une conséquence qui est, il faut le dire, franchement déstabilisante. C'est le moins qu'on puisse dire. Bah oui, parce que si chaque centimètre carré de notre perception est altéré par nos pensées non neutres, cela signifie que le monde tel qu'on le connaît est une vaste illusion de notre propre conception. Et le texte ne recule pas face à ça. Non, au contraire. La leçon contient une déclaration qui vient frapper comme un coup de poing. Je cite la source directement. Quoi que tu puisses croire, tu ne vois rien qui soit réellement vivant ou réellement joyeux. C'est vraiment le point de friction majeur de ce texte. C'est énorme. Le document justifie cette affirmation écrasante en ajoutant que le lecteur est, et je cite à nouveau, inconscient de toute pensée qui soit réellement vraie et donc réellement heureuse. Les mots sont forts. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Je veux dire, si je lis ça sans prendre de recul, le cynisme m'envahit. Est-ce que cette philosophie est en train d'affirmer que l'intégralité de nos expériences positives, nos éclats de rire, nos moments d'émerveillement face à la nature, tout cela n'était qu'une fraude? C'est la réaction naturelle. Est-ce que c'est un texte profondément pessimiste qui nous dit que nous n'avons jamais connu la vraie joie? Cela soulève une question importante. Et le risque de sombrer dans le nihilisme en lisant cette ligne est très élevé en effet. Mais il faut vraiment décortiquer la mécanique des mots qu'ils utilisent. D'accord. Comment tu le lis alors? Le texte ne porte pas de jugement moral punitif. Il ne dit pas le monde est sombre et vous êtes condamné. Pas du tout. Ok. Il pose plutôt un diagnostic clinique sur notre état cognitif actuel. L'incapacité à voir ce qui est réellement vivant ou réellement joyeux est présenté comme un symptôme d'ignorance temporaire. Un symptôme réversible donc. L'utilisation du mot « inconscient », ça laisserait entendre qu'on pourrait un jour devenir conscient. Exactement. La clé de compréhension réside dans le lien de causalité établi à la fin de ta citation. La source parle d'une pensée réellement vraie et donc réellement heureuse. Le fameux « donc ». Ce donc est d'une puissance absolue. Le document postule que la vérité fondamentale de la réalité et la joie absolue, c'est une seule et même chose. Elles sont fusionnées. Elles sont indissociables. Si une pensée capte la réalité telle qu'elle est, sans le moindre filtre, sans la moindre catégorie, la conséquence inévitable de cette lucidité, c'est un bonheur profond. Donc, si l'on inverse l'équation, si je regarde le monde extérieur, que ce soit les informations à la télé, les gens dans la rue, ou même mon propre salon, et que je ne ressens pas une joie parfaite et inaltérable, Oui. c'est la preuve mathématique que mes pensées à ce moment précis ne sont pas neutres et donc pas vraies. C'est la logique implacable de ce système de pensée. Et pour aller plus loin dans le pourquoi, il faut se demander comment fonctionne une pensée non neutre. Vas-y. Un jugement, qu'il soit positif ou négatif, il nécessite toujours une référence au passé. C'est vrai. Ou alors une anticipation anxieuse de l'avenir. On compare la situation actuelle à un souvenir ou on craint ses conséquences futures. Cette gymnastique mentale nous arrache littéralement à l'instant présent. On n'est jamais là en fait. Or, la vie réelle, la véritable existence de la matière et de l'esprit, elle ne se déroule que dans le présent immédiat. Le brouillard dont on parlait tout à l'heure n'est pas seulement un filtre optique, c'est carrément une déconnexion temporelle. Nos pensées non neutres nous enferment dans une simulation qui est basée sur le passé et ça nous rend inconscients de la réalité vibrante du présent. C'est tout à fait ça. Ce n'est donc pas que la joie n'existe pas, c'est juste qu'on regarde le mauvais canal. Le diagnostic est rude, mais le pronostic est incroyablement optimiste. Le texte promet qu'il existe une perception authentique, totalement dégagée de toute la lourdeur de nos peurs et de nos jugements. Et que cette perception, elle révélera un monde vibrant de vie et de joie. Mais pour atteindre ce canal, il faut accepter de nettoyer l'objectif du projecteur. Et ça implique de sacrifier nos anciennes certitudes. Et c'est là que l'architecture de notre esprit va poser un énorme problème. Accepter que notre perception est fausse, c'est une chose en théorie. On peut en débattre des heures. Oui, intellectuellement ça passe.
Mais le vivre, sur le moment, c'est une toute autre paire de manches. Et d'ailleurs, le document révèle une compréhension frappante de la psychologie humaine dans ses recommandations de pratique. Ah oui, la façon dont il structure l'exercice. Il ne se contente pas d'énoncer les vérités dérangeantes, il gère la crise qu'elles vont provoquer. C'est très vrai. Toute modification profonde d'un système engendre des frictions. Et l'esprit humain ne fait évidemment pas exception. Les instructions pour l'exercice sont super spécifiques quant au rythme. La source demande 3 ou 4 périodes d'application dans la journée. Il est précisé que, je cite, « au moins 3 périodes sont requises ». Donc il y a une discipline. Il y a une discipline, mais il y a une clause échappatoire qui a capté toute mon attention. Le texte dit que si le pratiquant éprouve de la résistance, la durée habituelle de l'exercice, qui est à peu près d'1 minute, peut être écourtée. C'est fascinant qu'ils aient inclus ça. Il anticipe formellement que l'esprit va se cabrer, que la résistance psychologique va se manifester. Pourquoi une idée, qui est au fond juste conceptuelle, génère-t-elle autant de résistance interne? Parce que pour l'ego, ou disons la structure de la personnalité qui s'est construite au fil des années, ce n'est pas une simple idée conceptuelle. C'est quoi alors? C'est une menace d'anéantissement. Ah oui, carrément. Pensez-y. Depuis l'enfance, notre identité s'est bâtie en organisant le monde, en sachant ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur, ce qui est moi et ce qui est l'autre. On a mis des étiquettes partout pour se rassurer. Voilà. Cette carte perceptive, c'est l'outil de survie de l'ego. Venir injecter un concept qui affirme genre « ta carte est entièrement fausse », tes divisions entre les objets sont illusoires et tes jugements bloquent la réalité, C'est violent. c'est demander à l'ego d'organiser son propre démantèlement. L'esprit doit littéralement se sentir attaqué de l'intérieur. J'imagine que cette résistance ne prend pas forcément la forme d'un débat philosophique intérieur. Comment ça se manifeste sur le terrain, quand on essaie de le faire? Oh, l'instinct de conservation cognitif est hyper créatif. C'est-à-dire, La résistance peut se déguiser en un ennui profond et soudain lors de l'exercice. Tu te dis juste « oh, c'est nul ce truc ». ah, la flemme soudaine. Exactement. Elle peut se manifester par de l'irritation envers le texte, un sentiment de ridicule béant en fixant un mur, ou, plus sérieusement, par une véritable montée d'angoisse ou un vertige existentiel. L'esprit tente par tous les moyens de disqualifier l'exercice pour préserver son intégrité structurelle. C'est son job de nous protéger de ce qu'il désoriente. Ce qui rend la méthode d'application prescrite par le texte d'autant plus brillante en fait. En donnant l'autorisation explicite de réduire le temps de l'exercice à moins d'1 minute si l'angoisse monte, la source évite de créer un traumatisme psychologique. C'est très intelligent. On ne force pas la mise à jour d'un système d'exploitation si la machine surchauffe. Belle analogie. On télécharge le patch par petits paquets de données. C'est de la neuroplasticité guidée avec une immense finesse. Forcer l'esprit à absorber une désorientation cognitive trop prolongée, ça ne ferait que renforcer ses défenses et provoquer un rejet définitif de la méthode. L'astuce réside donc dans l'injonction qui semble un peu contradictoire. On peut réduire le temps, oui, mais le texte reste inflexible sur la fréquence. C'est le secret. Les 3 périodes d'exercice quotidiennes demeurent requises. On diminue la pression temporelle, mais on maintient l'intrusion répétée du concept. C'est l'érosion de la roche par la goutte d'eau. La fréquence empêche le cerveau de refermer complètement la brèche qui a été créée par l'exercice. L'esprit a le droit de se rétracter rapidement pour éviter la panique. Il a sa soupape de sécurité. Mais il sera forcé de se confronter à nouveau à l'absence de neutralité quelques heures plus tard. Cette répétition méthodique crée, à terme, de nouvelles voies neuronales. Des nouvelles autoroutes de pensée. Voilà, on habitue progressivement le système nerveux à tolérer la dissolution de ces catégories habituelles. Il y a un équilibre vraiment fascinant entre l'exigence absolue du postulat de départ, qui est radical, et la douceur de sa mise en pratique. C'est ce qui fait la force de cette leçon. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle qu'on a exploré aujourd'hui, on voit vraiment se dessiner une trajectoire très claire. L'affirmation initiale « je ne vois pas de choses neutres » n'est que la pointe de l'iceberg. Ça nous a poussé à admettre que notre pensée est la cause originelle de notre monde perceptif. Ça nous a obligés à comprendre l'absurdité de considérer une perception variable comme une vérité absolue. Et surtout, à déconstruire nos réflexes biologiques de catégorisation. On a dû avaler la pilule difficile selon laquelle nos pensées actuelles, qui sont tellement chargées de jugements et de références au passé, agissent comme un épais brouillard. Un brouillard que nous maintient dans l'inconscience et nous coupe de la véritable joie inhérente au présent. Tout en reconnaissant que déprogrammer cette interface, ça demande une patience infinie face à la rébellion inévitable de notre propre intellect. C'est un concept extrêmement puissant, je trouve.
Pour quiconque s'intéresse à l'optimisation de son propre esprit, ou même pour quiconque cherche simplement à comprendre pourquoi le monde semble parfois si lourd. Et elle a une immense libération à comprendre ça. Oui, comprendre qu'on ne subit pas une réalité extérieure implacable. Si nos pensées sont véritablement le projecteur qui teinte notre quotidien, alors le levier de commande, il est entre nos mains. Retrouver une forme de pureté cognitive pourrait littéralement métamorphoser le monde matériel que l'on a sous les yeux. Reprendre conscience du projecteur, au fond, c'est récupérer son agence sur la réalité. Et c'est un message très porteur. Ce qui m'amène à une dernière réflexion, un peu vertigineuse pour clôturer cette exploration. Si l'on suit la logique de ce texte jusqu'à son point d'incandescence maximale, Je t'écoute. si nos pensées non neutres nous masquent actuellement ce qui est réellement vivant et réellement joyeux, imaginons la seconde exacte où un être humain parviendrait, à force de pratique, à formuler une pensée purement neutre, dépouillée de tout jugement et réellement vraie. L'instant de clarté absolue. À quoi ressemblerait physiquement l'environnement immédiat à cet instant T ? Est-ce que ce simple mur de plâtre ou cette tasse sur le bureau perdrait sa densité et se dissoudrait sous l'effet de l'absence d'étiquette ? Ou est-ce qu'au contraire, la matière s'illuminerait de l'intérieur avec une intensité indescriptible ? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse. À très bientôt pour une nouvelle plongée. Ces podcasts ne constituent pas une interprétation officielle de Un cours en miracle. Ils ne prétendent ni expliquer le cours dans son entièreté, ni remplacer l'étude personnelle du texte.